Donc à Jérôme Encamp pour la première présentation scientifique, présentation d'ouverture, donc qui va nous présenter, nous dresser un état de l'art de la marégraphie aujourd'hui. La parole est à toi, Jérôme. Merci Nicolas. Donc j'en profite le temps de charger ma présentation, justement de chaleureusement remercier Nicolas Pouvreau, peut-être en notre nom à tous pour l'organisation de ces journées. Et de façon plus personnelle, j'ai pu faire ma carrière quasiment en marégraphie toute ma carrière. Et c'est Nicolas Pouvreau qui m'a fait découvrir en fait la marégraphie en France, que j'ai travaillé particulièrement dans l'étranger, dans le Pacifique. Et j'avais très peu connaissance de tous les trésors qui sont dans les archives du CHUM à Brest. Et c'est Nicolas qui a pu m'ouvrir les portes de ce temple. Donc, en guise de plan pour cette présentation, je vais commencer par peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais vous donner quelques définitions pour qu'on soit un peu tous d'accord sur les termes. Ensuite, comme le niveau de la mer est par nature global, il y a un besoin très fort de coordination internationale. Donc, j'ai trouvé utile de rappeler un petit peu tout le contexte et surtout ces institutions et ces acronymes qu'on entend, toutes ces institutions internationales et nationales. Et ensuite, avant de pouvoir travailler sur ces données, je pense qu'il est bon de se rappeler comment ces données ont été collectées. C'est-à-dire qu'au fil des siècles, la technologie a évolué. Et donc, quand on utilise aujourd'hui des données, on peut avoir une série homogène de 300 ans. Il faut bien se rappeler que les techniques utilisées ont varié au fil des années. Et finalement, je finirai par vous donner différents exemples de phénomènes observables grâce justement à ces données de marégraphie. Et vous verrez, en fait, la plupart de ces exemples sont bien loin d'ici, dans le Pacifique, parce que c'est là que j'ai eu la chance de travailler pendant les 20 dernières années. Donc, quelques définitions d'abord. Donc, tout d'abord, la marée, qu'on appellera ici astronomique, marée astronomique ou marée océanique, qui est le mouvement alternatif, périodique, du niveau de la mer, et qui est dû à l'attraction de la Lune et du Soleil. Donc, quand on parle de marée ici, on va se limiter à ce phénomène, donc marée astronomique et marée océanique. Et donc, on va faire attention aux abus de langage, comme par exemple le raz de marée, qui devrait être appelé tsunami, ou par exemple, on entend aussi les marées de tempête, qui sont en fait une onde de tempête qui se superpose à cette marée astronomique ou océanique. Ensuite, la marégraphie. Alors, qu'est-ce que la marégraphie? On en trouve une définition dans un ouvrage de référence qui est la marée océanographique côtière, la marée océanique côtière de Bernard Simon, et qui donne cette définition. Par son étymologie, le terme marégraphie se rapporte à la description du phénomène de marée, donc astronomique, et aux instruments qui en permettent une meilleure connaissance. Donc, quels sont ces instruments? Ces instruments sont les marégraphes. Et là, on en trouve facilement une définition dans le Larousse. C'est l'appareil enregistrant automatiquement les variations du niveau de la mer. Donc là, en fait, on voit une question qui apparaît. C'est est-ce que la marégraphie est juste l'étude de la marée ou elle mérite une extension aux autres phénomènes qui affectent le niveau de la mer? Vous imaginez bien que la réponse est probablement positive et ça sera bien montré par cet exposé, les différents phénomènes autres que la marée qui affectent le niveau de la mer. Donc voilà rapidement quelques-uns de ces phénomènes, autres que la marée, mais qui incluent aussi la marée astronomique, justement, et en fait qu'on peut classer en termes de fréquence ou de période, en allant des plus rapides, soit les vagues de vent ou la houle, qui ont des périodes de quelques secondes, à des phénomènes qui ont quelques minutes, comme les ondes de tempête, l'infragravité ou les tsunamis. On a enfin cette marée astronomique à 12 ou 24 heures, et ensuite des phénomènes plus longs, comme la variabilité saisonnière ou une variabilité interannuelle liée au cycle climatique, comme El Niño par exemple. Donc, pour en revenir, pour placer un petit peu le contexte des observations du niveau de la mer, il faut, comme l'a fait Thorkild Larup au début, voir les différents programmes internationaux qui gèrent ces observations. Donc,
celui qui gère le niveau de la mer, le Programme international de coordination des observations marégraphiques, le GLOS, a été établi en 1990. Il agit sous les auspices du GICOM, la commission conjointe de l'OMM et de la COI. Je sais, ça fait beaucoup d'acronymes, mais c'est bon de savoir à quoi ils correspondent. Cette commission conjointe de l'OMM et de la COI date de 1999. L'OMM et la COI, ce sont respectivement la Commission océanographique internationale de l'UNESCO, comme l'a dit Thorkild, établie en 1960. Intergouvernementale. Ok, pardon. Et l'OMM, l'Organisation mondiale de la météorologie, qui date de 1950. Donc on voit ici que la commission conjointe de l'OMM et de la COI, il a fallu presque 40 ans pour qu'elle soit établie, ce qui est presque surprenant quand on sait que en fait, 70% de la surface de la Terre est couverte par les océans, c'est-à-dire que 70% de la surface de la Terre est l'interface entre l'air et la mer, et il a fallu 40 ans pour que les commissions océanographiques et météorologiques se rejoignent officiellement dans le GICOM pour créer le GICOM en 1999. Donc vous remarquerez ici que le CHOM n'est pas présent, mais le CHOM prédate largement le GLOS, et le CHOM a un rôle principalement national. Donc, le GLOS, avec un organigramme international, en fait, le GLOS ne collecte pas directement les données, il les fédère. Donc, il se repose sur des organismes fournisseurs de données, qui peuvent être soit des ministères ou des institutions nationales, comme le CHOM ici, peuvent être des instituts de recherche qui maintiennent le réseau ROSAM dans l'Antarctique. Ce peut être aussi des ports autonomes, des collectivités territoriales. En tout, il y a presque 150 fournisseurs de données différentes qui contribuent leurs données au GLOS. Le GLOS, ensuite, lui-même, ne redistribue pas directement les données, il s'appuie sur ce qu'on appelle des DAC, des centres d'assemblage de données. Et ces centres d'assemblage de données, en fait, sont organisés par le type de données qu'elles vont distribuer. Donc, on en retrouve les principaux ici, dont le centre du sea level, le centre du niveau de la mer d'Hawaï. On retrouve aussi SONEL, qui est à La Rochelle, qui distribue à la fois au niveau national les données du niveau de la mer, mais surtout au niveau international, qui est le centre d'assemblage des données de mouvements verticaux terrestres. Et finalement, un des organismes qui distribue au niveau global les données brutes, principalement pour la prévention des tsunamis, c'est l'Université des Flandres, en collaboration avec la COI, l'UNESCO. Donc, pour vous donner une idée de ces réseaux internationaux, donc là on voit deux cartes. La carte du haut montre le réseau fondamental GLOS, qui rassemble à peu près 250 stations. C'est ce qu'on appelle le réseau fondamental, c'est celui qui contient les données les plus longues. Presque toutes ont plus de 20 ans de données. Ce sont les stations les mieux référencées et celles qui vont être utilisées pour, par exemple, les études à long terme du niveau de la mer, la calibration des satellites, etc. On a ensuite un autre réseau qui est le réseau haute fréquence, avec beaucoup plus de stations et qui émettent en temps réel des données brutes, donc pas forcément calibrées, mais qui ont un intérêt important pour la prévention des risques de tsunami. C'est-à-dire que sur la carte du dessous, on voit près de 800 stations qui émettent en temps réel, en l'espace de quelques minutes, les variations du niveau de la mer. Donc maintenant, on passe au niveau des institutions françaises. Donc le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, qui nous a déjà été présenté, REFMAR, le réseau de référence des observations marégraphiques, et SONEL, qui a changé de nom, qui était avant le système d'observation du niveau des eaux littorales et qui est maintenant le système d'observation des variations du niveau de la mer à long terme. Ces institutions se reposent sur deux réseaux, en particulier sur deux réseaux de marégraphes, le réseau RONIM et le réseau ROSAM en Antarctique. Donc voilà une brève historique du CHOM qui vous a été donnée un petit peu tout à l'heure. Donc ça remonte à 1720, qui culmine en 2007 avec la création de l'établissement public administratif, et en 2010, donc, la nomination comme référent national du niveau de la mer par instruction ministérielle,
qui signe en fait la naissance de REFMAR, qui va regrouper, qui redistribue en fait des données du niveau de la mer, dont les plus anciennes remontent à 1679. Donc, dans le paysage français, il y a donc aussi Sonel. Sonel a à la fois un rôle international, qui distribue les données de mouvements vertical terrestres au niveau global, et au niveau national, redistribue les moyennes qualifiées, qu'elles soient horaires ou journalières, du niveau de la mer. Donc Sonel, administrativement, on va dire, est beaucoup de choses. C'est à la fois un service d'observation de l'Institut national des sciences de l'univers, du CNRS. C'est un système d'observation et d'expérimentation pour la recherche en environnement de l'ALENVie. Et c'est une mesure phare du Programme national d'adaptation au changement climatique. Et c'est donc aussi un centre d'assemblage des données pour GLOS. Et en 2015, le renouvellement, a eu lieu le renouvellement pour 5 ans des labellisations SO et SORE de Sonel. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de ces observations marégraphiques et donc, comment on les observe et après comment aussi on les archive. Parce qu'après, c'est bien joli d'observer, mais si on ne peut pas les archiver, on ne pourra pas les utiliser. Donc, si on remonte dans l'histoire, rapidement, les premiers systèmes répertoriés, on peut trouver le nilomètre, donc, qui mesurait le niveau du Nil grâce à des échelles graduées gravées dans la pierre. Donc, en France, un système, on va dire, un peu équivalent, donc ce qu'on appelle les échelles de marée, comme vous pouvez le voir, sont une sorte de règle graduée installée dans un port, typiquement, avec les plus vieilles qui remontent justement à 1679 à Brest. L'archivage de ces données se faisait par lecture directe par un observateur, et ces données étaient ensuite reportées sur du papier pour être conservées. Donc vous imaginez le besoin en personnel pour pouvoir maintenir ces observations. Donc, au XIXe siècle, en 1850, le marégraphe a été inventé, tout d'abord mécanique. Et ce marégraphe mécanique a été utilisé de 1850 à 1990 à peu près, où il a été remplacé par d'autres systèmes plus modernes. Donc ce capteur marégraphique à flotteur, en fait, fonctionne avec un flotteur suspendu à un système enregistreur, qui peut être soit papier, soit numérique. Et là, j'attire votre attention sur l'utilisation du puits de tranquillisation. C'est-à-dire que ce flotteur, si on n'avait pas ce puits de tranquillisation, pourrait monter et descendre à des fréquences très rapides. Et donc on utilise comme filtre, un filtrage dynamique des mouvements du niveau de la mer, on utilise ce puits de tranquillisation. Donc ces systèmes vont être remplacés progressivement par des capteurs numériques et des enregistreurs numériques et des capteurs à radar ou à ultrasons. Et en fait, ces capteurs envoient des ondes qui soient soit acoustiques, soit électromagnétiques, depuis un support fixe qui va être réfléchi par le niveau de la mer. Et on va pouvoir utiliser le temps de parcours entre le capteur et le niveau de la mer pour connaître la hauteur du niveau de la mer. On notera ici que ces capteurs n'ont pas un besoin intrinsèque de puits de tranquillisation, parce que la fréquence de ce capteur, c'est-à-dire qu'une mesure est prise par seconde. C'est-à-dire que le filtrage de la haute fréquence peut se faire aujourd'hui de façon numérique. On n'a plus besoin du puits de tranquillisation qui fera un filtrage directement dynamique. Et on remarque qu'on continue à utiliser toujours les échelles de marée pour vérifier la stabilité des données. Donc ça nous permet d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui l'observatoire marégraphique côtier idéal, qui a le cahier des charges suivant, c'est-à-dire qu'on a un capteur radar ou ultrason avec une centrale d'acquisition numérique pour des besoins soit de prévention des risques, soit de recherche. Une transmission des données en temps réel est souhaitée. Pour pouvoir utiliser les niveaux de la mer dans le cadre du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, il faut aussi savoir si la Terre elle-même, à l'endroit du marégraphe, monte ou descend. Donc, pour ce faire,
et c'est le rôle de Sonel en France et dans le cadre de GLOS, l'importance d'installer des stations GNSS, donc ça peut être les systèmes de positionnement satellite, soit GPS, GLONASS ou Galileo, qui vont permettre de savoir si le marégraphe lui-même bouge de façon verticale par rapport au centre de la Terre. Pour mesurer également cette stabilité du niveau terrestre, on peut aussi utiliser des repères de nivellement qui seront mesurés de façon optique. Un autre type de capteur marégraphique, c'est le capteur marégraphique à pression, qui a une utilisation tout autre, qui peut être utilisé soit en côtier, soit en hauturier. Là, au lieu de mesurer directement le niveau de la mer, en fait, on mesure un paramètre proche du niveau de la mer qu'on peut estimer, par lequel on peut estimer le niveau de la mer, c'est la pression ambiante au fond de la mer. Donc cette pression ambiante, c'est la somme de la pression atmosphérique et du poids de la colonne d'eau au-dessus de notre capteur. Donc selon l'utilisation, soit on considère que la densité est constante, à ce moment-là on a une mesure directe de la hauteur d'eau. On peut aussi également, si on mesure de façon indépendante la hauteur d'eau, suivre les variations de cette densité de l'eau. Le problème avec ces systèmes, c'est qu'ils sont posés au fond de l'eau, et généralement pour ramener les données, par exemple en temps réel, des problèmes technologiques qui se posent. Donc on peut, pour pallier ce problème de transmission des données, installer ces capteurs de pression sur un câble sous-marin dédié. Donc ça peut être le cas dans les marégraphes côtiers numériques. À ce moment-là, le câble fait quelques mètres, c'est assez simple d'installation. Mais on peut aussi les avoir au large, dans les très grandes profondeurs, plusieurs milliers de mètres, à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de la côte. Dans ce cas-là, on parle d'observatoires câblés grand fond, qui sont très lourds à mettre en place, mais qui vont nous donner des données, qui vont nous renvoyer des données qu'on ne pourrait pas avoir d'une autre façon. Une autre façon de ramener à terre les données de ces capteurs de pression, et ce qui n'est pour l'instant qu'un projet, c'est d'utiliser de façon opportunistique les câbles de télécommunication sous-marins. Comme vous le savez, aujourd'hui, tout le monde parle de nuages pour Internet. En fait, Internet est constitué de câbles sous-marins posés dans la boue au fond des océans. 95% du trafic Internet se passe par ces câbles. Vous en voyez ici une carte. Vous voyez bien la couverture que peuvent avoir ces câbles sous-marins. Sachant que sur un câble sous-marin, le signal de la fibre optique s'atténue et il y a besoin d'un répéteur tous les 50 à 200 km. C'est-à-dire que sur ces cartes, on pourrait rajouter tous les 50 à 200 km la position des répéteurs optiques de ces câbles. Donc aujourd'hui, il y a un effort international qui se fait pour installer, dès le design et la construction de ces répéteurs, des capteurs océanographiques, dont les capteurs de pression. Donc on peut imaginer que la prochaine génération de câbles océaniques, qui ont une durée de vie d'à peu près 20 ans, on pourrait imaginer que dans 20 ans, on ait cette couverture avec un point de mesure tous les 50 à 200 km. Un autre système un peu plus compliqué pour ramener les données des capteurs de pression grand fond, c'est coupler une transmission acoustique avec une transmission satellite. Donc aujourd'hui, c'est le seul moyen qui est développé dans le Pacifique et en moindre partie dans l'Atlantique pour ramener à terre les données nécessaires à la prévention de tsunamis. C'est-à-dire que là, on a un capteur de pression installé au fond, à plusieurs milliers de mètres de profondeur, qui communique par onde acoustique à une bouée de surface mouillée à proximité, et cette bouée de surface communique par satellite au centre de traitement des données à terre. C'est ce qu'on appelle le système, c'est la base du système DART développé par les Américains pour le Pacifique pour la prévention des tsunamis. Donc en voici la carte. Donc on voit ici, et je reviendrai sur les données de ces données, une carte des stations DART dans le Pacifique et l'Atlantique. Il y a évidemment l'altimétrie spatiale, dont vous entendrez parler cet après-midi.
avec depuis 1992 une succession de satellites. Et on notera ici le lancement réussi le 17 janvier dernier du dernier satellite, le Jason 3, qui nous donne une mesure du niveau de la mer avec un inconvénient, c'est que le satellite repasse au même point que tous les 10 jours. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, le marégraphe, lui, enregistre même jusque toutes les secondes. Et peut-être le futur, sûrement le futur, on va en voir une présentation aujourd'hui, c'est le capteur marégraphique à bouée GNSS. Donc aujourd'hui, avec les progrès en technologie de positionnement par satellite, équiper une bouée de ces capteurs GNSS va permettre de mesurer directement le niveau de la mer sur lequel cette bouée flotte. Donc en couplant ça avec les transmissions satellites, on peut imaginer d'avoir des marégraphes en pleine mer ou en côtier, où on veut en fait, qui nous donnent directement une mesure du niveau absolu de la mer. Donc, vous l'avez vu, finalement, les techniques pour mesurer le niveau de la mer sont nombreuses et elles ont évolué au fur et à mesure des années. Si on veut faire de la recherche sur, par exemple, le changement climatique et regarder aujourd'hui l'évolution du niveau de la mer sur les 150 dernières années, il faut être sûr d'avoir des données homogènes et donc il y a tout un effort de reconstruction historique de ces données, d'homogénéisation de ces données qui est indispensable si on veut étudier, par exemple, le niveau de la mer. Donc, qu'est-ce qui peut justement empêcher cette utilisation de données longues? Ça peut être tout simplement des changements d'instrumentation, comme on l'a vu, des changements de site, des changements de référence. Donc, c'est un long travail de recherche de ces observations, des métadonnées qui sont associées. C'est-à-dire qu'on peut avoir un changement de référence qui implique une modification de toute une série de données. Et on verra jeudi matin une présentation justement sur le sauvetage de ces données. Pour en donner un exemple, on va dire un des plus bels exemples, c'est la reconstitution des données du niveau de la mer à Brest. Ici, en un transparent, je peux essayer de résumer une partie de la thèse de Nicolas Pouvreau qui fait presque 500 pages. Ça ne va pas lui faire honneur, mais voilà, on voit un petit peu comment ce niveau de la mer peut être reconstruit à partir de séries de données collectées avec des systèmes ou des technologies complètement différentes. Mais le produit final, c'est 300 ans de données qui peuvent être utilisables pour la recherche. Donc à un autre niveau, c'est un travail justement en cours avec Nicolas, c'est la reconstitution des données du niveau de la mer pour Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Donc avec un marégraphe qui a été installé, le premier marégraphe automatique qui a été installé en 1957 pour l'année géophysique internationale. Ce marégraphe a été modifié, il a changé de site en 2005, et avant 1967, les seules données disponibles, en fait, ce sont des données papier qui sont uniquement trouvables dans les archives du CHUM à Brest. Donc le problème de ce changement de site, en plus il a eu lieu en 2005, en plein milieu de ce qu'on appelle la période altimétrique, c'est qu'aujourd'hui, on trouve deux séries distinctes du marégraphe de Nouméa. L'une appelée Nouméa-Chalex, donc la base navale de Chalex, de la pointe Chalex à Nouméa, où était l'ancien marégraphe, et maintenant les données de Nouméa-Numbo, qui viennent du marégraphe qui est maintenant installé en baie de Numbo. Le problème, c'est que comme ces deux données ne sont pas conjointes, ici je montre un exemple d'un récent papier qui va être très largement cité dans tous les rapports du GIEC, par exemple, où on voit qu'au point de Nouméa, les données n'ont pas été utilisées parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de durée. Alors qu'effectivement, ces données existent, mais elles n'existent pas telles quelles. Donc, le travail a consisté à joindre toutes ces données distinctes grâce à, heureusement, on va dire un tuilage de 6 mois entre l'ancien et le nouveau marégraphe. Et ensuite,
grâce, encore une fois, à Nicolas Pouvreau, à la numérisation de dizaines de pages, quand on voit une photo ici, de moyennes journalières qui ont été calculées par les ingénieurs hydrographes du CHUM basé à Nouméa, qui ont été retrouvées dans les annales hydrographiques et qui ont été numérisées par un technicien de l'IRD à Nouméa, qui ont permis de rajouter 10 ans à la série marégraphique de Nouméa. Donc aujourd'hui, on a une série homogène de moyens de niveau de la mer journalier depuis 1957 à nos jours, qui peut être utilisée pour tout type d'études. Donc maintenant, je vais passer à la description de plusieurs phénomènes observables ou étudiables ou prédictibles grâce à ces observations marégraphiques. Donc, tout d'abord, je vais passer rapidement sur la marée astronomique. Il y a des livres complets qui décrivent un peu qu'est-ce que la marée et comment on la prédit. Juste pour vous donner quelques éléments que je vais montrer après. La marée, elle peut être soit semi-diurne, soit diurne, donc avoir 12 ou 24 heures de période, et peut connaître ce qu'on appelle des périodes de mortaux ou de vivaux, donc qui interviennent en fonction du cycle lunaire, tous les 14 à 28 jours. Et la particularité de la marée, par rapport aux vagues, par exemple, c'est que la marée astronomique a des fréquences discrètes et bien définies, dues aux orbites de la Lune et du Soleil, et que pour pouvoir avoir des prédictions fiables de la marée, il faut faire des observations très longues. C'est en France le rôle exclusif du CHUM de faire ces prédictions de marée. Donc là, je vais vous donner un exemple du rôle des prédictions de marée. Donc là, on repart quelques décennies en arrière. On va pendant la guerre du Pacifique, dans l'archipel des Kiribati, l'archipel des Gilbert. Et pendant la guerre donc, du Pacifique, entre les Américains et les Japonais, les Américains avaient prévu de débarquer sur l'atoll de Tarawa, qui était tenu par les Japonais. Donc les stratèges américains avaient prévu de débarquer à marée haute pour pouvoir faire passer les chalands de débarquement au-dessus du platier récifal. Malheureusement, ils n'ont pas observé les marées pendant suffisamment longtemps. Ils avaient bien prévu la hauteur de la marée haute, mais par contre, ils n'avaient pas prévu que le jour du débarquement, on serait en période de mortaux. Donc la marée suffisamment haute n'est jamais parvenue, et les chalands de débarquement se sont retrouvés coincés sur le platier récifal, et les forces américaines ont perdu 1/5 du corps expéditionnaire qui devait débarquer sur cette île. Donc ils auront finalement, au bout de 3 jours, réussi à débarquer, mais ils ont perdu plus d'1 millier d'hommes à cause d'une erreur dans les prédictions de marée. Je vais passer également rapidement sur les surcotes et les ondes de tempête. Vous en verrez plusieurs exemples pendant ces journées, principalement le jeudi. Juste rappeler encore une définition de la surcote ou de la décote, qui peut être une anomalie positive ou négative du niveau de la mer observé par rapport à la marée prédite. Donc, on parlera ici des ondes de tempête. On aura des exemples en Outre-mer et en Méditerranée. Et on aura aussi la description de plusieurs cas métropolitains et européens ce mercredi, cet après-midi et demain. Je vais juste vous donner un exemple de surcote qui a eu lieu à Nouméa, encore une fois, toujours dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, qui a eu lieu à l'occasion du cyclone Erika en mars 2003. Alors pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, il y a un très grand lagon sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. On voit ici la trajectoire de ce cyclone. Et ce cyclone a eu une trajectoire très particulière dans la mesure où il a longé le lagon, alors que la plupart de ces cyclones, généralement, font une approche perpendiculaire à l'île de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie. Ce cyclone a créé une surcote qui aurait pu être très dramatique. Donc là, on voit quelques photos avec des dégâts sur les navires. Et aussi, il faut se rappeler que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui a 3 installations métallurgiques de premier plan, toutes au niveau de la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé donc pendant le cyclone Erika? Ici, on voit en bleu la prédiction de marée, et on voit en rouge l'observation du niveau de la mer au marégraphe de Nouméa. Donc en vert, on peut calculer la surcote,
on voit que pendant Erika, on a eu presque 80 cm de surcote. Et surtout, on voit que cette surcote est arrivée pile poil à marée basse. Ce qui fait qu'au plus fort de la surcote, le niveau maximum n'a pas atteint le niveau des plus hautes mers. C'est une très bonne chose pour la ville, mais on va dire que presque paradoxalement, finalement, le fait qu'il n'y ait pas eu d'inondation à cette occasion n'a pas motivé les politiques locales à se prémunir contre ces inondations. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il y a eu des transferts de compétences au niveau administratif et la sécurité civile n'est plus à la charge de l'État français, mais à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de plan de prévention risque de submersion en cas de cyclone, ou très peu d'études, beaucoup moins en tout cas que pour la France métropolitaine, où la tempête Xynthia a, elle, réveillé les consciences. En Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, la conscience est moins claire qu'en France, où le risque est beaucoup plus avéré. Mais on espère que ça va changer. Pour continuer dans les surcotes, et toujours dans le Pacifique, mais maintenant on va changer d'hémisphère. Ici, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été faite sur l'atoll de Midway. Donc Midway, c'est l'archipel hawaïen dans le Pacifique Nord, Pacifique central, où il y a un marégraphe depuis 1947 pour les besoins de la marine américaine. Donc là, on voit une petite carte de l'atoll. Donc c'est un atoll corallien avec un platier récifal, quelques passes et 2 îles sableuses au milieu sur lesquelles ont été posés les marégraphes. Il se trouve que sur cet atoll, ou à l'intérieur de cet atoll, le niveau de la mer est particulièrement lié aux vagues qui brisent à l'extérieur de l'atoll. Donc là, on voit, je montre quelques jours de données où je montre à la fois l'anomalie du niveau de la mer, donc la surcote à l'intérieur de l'atoll, et les vagues à l'extérieur prédites par un modèle. Et on voit que la corrélation est très bonne. Donc en fait, l'anomalie du niveau de la mer à l'intérieur de l'atoll est directement liée aux vagues à l'extérieur de l'atoll. Comme on a les données depuis 1947, des données homogènes depuis 1947, en fait, on a pu reconstruire quelque chose qui n'existait pas ailleurs. On a pu reconstruire le climat des vagues dans le Pacifique Nord, en fait, depuis 1947, grâce aux données du marégraphe de Midway. On a également pu montrer que les hauteurs des vagues extrêmes, les épisodes extrêmes de vagues dans le Pacifique Nord, étaient liés aux indices de salation pacifique. Et ça, pour pouvoir le démontrer, il faut avoir suffisamment de données. Et donc là, maintenant, avec des données depuis 1947, on a pu le faire. Donc là, j'ai montré que les vagues étaient liées aux anomalies du niveau de la mer. Il y a aussi ce qu'on appelle la haute fréquence qui peut être mesurée au marégraphe. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le marégraphe radar ou à ultrasons qui n'a pas forcément besoin d'un puits de tranquillisation parce qu'il mesure à 1 Hz, donc toutes les secondes, et il fait ensuite des moyennes. Au CHUM, les données brutes à temps réel, le marégraphe mesure pendant 15 secondes, donc on voit 15 émissions. Ces 15 émissions sont moyennées toutes les minutes pour nous donner une valeur moyenne. Pour les données brutes à 10 minutes, le marégraphe enregistre pendant 2 minutes, donc 120 mesures, et les enregistre toutes les 10 minutes. Mais il n'enregistre que la moyenne. Ici, j'ai montré 2 exemples, donc c'est à peu près 300 secondes, c'est peut-être dur de lire les axes. Donc là, on parle de 300 secondes de mesure à 1 Hz, une mesure par seconde. Et les lignes bleues montrent sur l'échantillonnage la valeur moyenne. Donc sur ces 2 enregistrements, le marégraphe va archiver la même valeur. Mais par contre, on voit très bien qu'il y a ce qu'on appelle la déviation standard, qu'on appellera ici le sigma, de part et d'autre de la valeur moyenne. Cette déviation standard est malheureusement pas archivée par les marégraphes du CHUM, mais elle l'est par les marégraphes américains de la NOAA, qui, eux, enregistrent pendant 3 minutes toutes les 6 minutes. Donc, à ces marégraphes américains, on a à la fois la moyenne et la déviation standard de la mesure du niveau de la mer. Et ça, il y a un récent papier qui vient de montrer
que de la même façon que le niveau moyen, l'anomalie de niveau moyen de la mer à Midway est un indicateur des vagues au large du marégraphe, on montre que le sigma, donc la déviation standard de la mesure du marégraphe, est un très bon indicateur de la hauteur de vague à l'extérieur du port où est situé le marégraphe. Donc ça permet de faire des reconstructions, si nécessaire, du climat des vagues dans la région du marégraphe. Donc là, je continue avec les phénomènes observables. On augmente un petit peu la période du phénomène. On passe aux ondes infragravitaires, qui sont des ondes longues de gravité, avec des périodes entre 2 et 20 minutes, et des longueurs d'onde associées en pleine mer de 20 à 200 km. Donc ces ondes sont associées à la houle et à la mer du vent, et elles ont un rôle reconnu important dans la dynamique littorale. On verra au moins une présentation sur ce sujet pendant ces journées. Mais au large, leur existence est supposée, mais elle reste mal connue, surtout leur taille reste mal connue. Un des papiers sur la climatologie de ces ondes en 1993 dit même que finalement, ça intéresse à personne de connaître la hauteur de ces vagues en pleine mer. Par contre, depuis récemment, avec les futures missions altimétriques prévues qui vont mesurer l'océan avec une large fauchée, ces ondes vont se retrouver pile dans la gamme de longueur d'onde qui va pouvoir être mesurée par ces futurs satellites. Donc depuis quelques années, il y a un regain d'attention pour ces ondes infragravitaires au large. Et donc, avec un collègue de Brest, Fabrice Ardouin, on a essayé de chercher comment définir la taille moyenne de ces vagues. Et là, ça, c'est un exemple classique en fait, d'utilisation de données qui n'était pas du tout prévue à cet usage. Donc, ici, on a utilisé les données du réseau DART, que je vous ai présenté brièvement tout à l'heure, qui est utilisé pour la prévention des tsunamis. Donc, ce sont des capteurs de pression qui sont posés au fond et qui peuvent transmettre, uniquement s'il y a besoin, leurs données par transmission acoustique. Mais la mesure de ces marégraphes grand fond, elle est archivée en permanence. C'est-à-dire qu'au moment des remplacements de ces marégraphes tous les 2 ans, l'intégralité du jeu de données est remontée à la surface. Il est archivé par la NOAA américaine et il est mis à disposition des chercheurs. Donc on a récupéré toutes ces données et on a pu établir des cartes, qu'on voit ici, de hauteur moyenne de ces ondes infragravitaires mesurées au large. Et là, on voit qu'en termes de hauteur moyenne, avec une forte variabilité saisonnière, on a des hauteurs moyennes, c'est-à-dire sur la durée, de plus de 1 mm, avec des événements de l'ordre du centimètre, ce qui fait rentrer largement ces ondes infragravitaires dans le champ d'observation de ces futures missions satellites. Donc je passe maintenant au tsunami et au rôle des marégraphes dans l'alerte et la prévention de tsunami. Je vous signale d'ailleurs un changement de programme de dernière minute. On aura le droit cet après-midi à une présentation d'un phénomène qui a été mesuré la semaine dernière en Méditerranée grâce au réseau de marégraphes international déployé en Méditerranée. Donc, pour l'alerte tsunami, le marégraphe a 2 rôles principaux. C'est en temps réel l'alerte pour les pays voisins. Et là, ça souligne bien l'importance de la collaboration internationale. C'est-à-dire qu'une fois qu'un marégraphe mesure l'arrivée d'un tsunami, il est donc déjà arrivé sur le territoire concerné. C'est-à-dire qu'il ne peut pas servir à l'alerte pour le territoire où le marégraphe est situé. Par contre, il va servir d'alerte pour le pays voisin. Et comme les tsunamis peuvent venir de différentes directions, dans un cas, un pays va avoir les marégraphes qui servent d'alerte au pays voisin, et ça peut être l'inverse au phénomène suivant. Donc il y a vraiment un besoin important de collaboration internationale pour ces réseaux de marégraphes. Ils servent aussi en temps différé pour pouvoir vérifier et valider ces modèles de propagation de tsunami et pour pouvoir mesurer l'impact des événements passés et établir les cartes de vulnérabilité côtière contre les tsunamis. Donc ce système est distribué par l'Université des Flandres et la COI. Et on voit ici donc, la carte que je vous avais montrée tout à l'heure.
l'ensemble des stations temps réel qui mesurent le niveau de la mer à l'échelle de quelques minutes et qui transmettent en temps réel. Pour voir une idée de l'enregistrement, là on voit un tsunami originaire des îles Salomon mesuré en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit très bien l'arrivée du tsunami sur le marégraphe. Donc on peut utiliser ces données pour estimer les dégâts historiques d'événements passés. Ici, je montre l'exemple du Chili, encore une fois centré sur la prévention du tsunami en Nouvelle-Calédonie. Donc 1960, un des plus gros séismes jamais mesurés au large de Chili qui crée un fort tsunami qui va traverser tout le Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, on sait que ce tsunami est arrivé au plein milieu de la nuit et on a très peu d'observations visuelles de ce phénomène. Tout ce qu'on a pu trouver, c'est dans une vieille coupure de presse, le fait qu'il y a eu des inondations sur la côte ouest du territoire, qui est malheureusement celui-là, justement, où sont installées toutes les installations météorologiques. Donc comment définir exactement le risque pour un tel tsunami? On avait très peu de données, jusqu'à ce que Nicolas Pouvreau m'ouvre les archives du CHUM, parce qu'on savait quel jour ce tsunami était arrivé. Et on a sorti le bon rouleau du marégramme, et on a pu trouver, sur le marégramme de Nouméa, le marégramme papier, les traces de ce tsunami, qui nous a permis de donner une première estimation, à peu près 30 cm, de ce tsunami en 1960. En 2015, rebelote, mais avec un tsunami quand même beaucoup moins fort, un tremblement de terre moins fort, et un tsunami beaucoup plus petit. Mais là, 2015, on a un certain nombre de marégraphes sur la côte est de la Grande Terre, avec 2 marégraphes du CHUM, 2 marégraphes aux îles Loyauté, et le marégraphe de Nouméa, avec en plus 4 marégraphes in situ de l'IRD. Donc on a pu, grâce à ces marégraphes, établir plusieurs choses. Donc la validité des modèles du centre d'alerte américain pour la côte est et leur moindre validité pour la côte ouest. On a pu vérifier les heures d'arrivée et surtout on a pu montrer que, à cause des réflexions multiples à l'intérieur du lagon de Nouvelle-Calédonie, la durée du phénomène est très longue et que les vagues les plus hautes peuvent survenir jusqu'à plusieurs heures, voire 3 heures après le début du phénomène. Donc voilà un exemple d'utilisation du marégraphe, des données du marégraphe pour l'estimation de la prévention du risque de tsunami. Donc là, pour finir, on va encore changer d'échelle. Et donc là, on va parler d'échelle de plusieurs années avec la variabilité interannuelle du niveau de la mer et le phénomène El Niño. Donc comme vous le savez, on est en plein phénomène El Niño en ce moment. Et entre autres choses, si on veut vraiment simplifier, on peut dire que le El Niño est caractérisé par des anomalies du niveau de la mer dans le Pacifique équatorial. En fait, ce sont des énormes masses d'eau qui se déplacent d'est en ouest dans le Pacifique. Ces masses d'eau ayant des températures différentes, en fait, leur densité est différente et ça fait une signature du niveau de la mer. Donc aujourd'hui, on a des satellites. Là, vous voyez une carte de décembre 2015 du niveau de la mer dans le Pacifique avec des différences de 10 à 20 cm, des anomalies de 10 à 20 cm par rapport à la situation normale. Donc ça, c'est 2015 avec les satellites qui tournent au-dessus de nos têtes et qui nous donnent le niveau de la mer. En fait, la description du phénomène El Niño, elle est beaucoup plus ancienne et elle commence dans les années 1970. Et dans les années 70, les observations du niveau de la mer donc, ne se faisaient qu'avec les marégraphes. Et la plupart des observations dans le Pacifique tropical et équatorial en fait, ont commencé avec la création du centre du niveau de la mer de l'Université d'Hawaï, mené par Klaus Wirtke. Et ces données en fait, lui ont permis d'écrire un des premiers papiers en 1975 qui donnait une description dynamique du phénomène El Niño, en fait, de cette espèce de ces grands basculements de masse d'eau dans le Pacifique équatorial. Et cette description dynamique, en fait, elle se base sur ces observations du niveau de la mer dans le Pacifique équatorial.
Donc, en guise de conclusion, je pense que vous aurez bien compris que, effectivement, la marégraphie mérite bien une extension aux autres phénomènes que la marée astronomique, et donc à tous les phénomènes qui affectent le niveau de la mer. Donc, c'est absolument pas de moi, c'est de Guy Woppelmann qui a écrit ça dans sa thèse de HDR en 2007. Et donc, sur ce, si Nicolas nous en laisse le temps, peut-être un peu de temps pour quelques questions.